C'est Thanksgiving et je suis dans la cuisine à regarder la tartinade que j'ai préparée pour tout le monde. J'ai tout payé, la dinde dodue et dorée. Les bouteilles de vin alignées comme des soldats, les assiettes fantaisie à garniture dorée que j'avais choisies parce qu'Isabelle disait qu'elles seraient jolies. Même les centres de table avec leurs petites citrouilles et leurs fausses feuilles. Mais je ne l'ai pas fait pour que quelqu'un me tape dans le dos. Un merci, Colin ne les aurait pas tués. Je l'ai fait parce que c'est qui je suis. Je m'assure que chacun a ce dont il a besoin. Toujours la moitié de la maison sans la sauge et le beurre et j'entends les bavardages commencer dans le salon alors que la famille d'Isabelle entre. Elle est là-bas, ma femme, toute rayonnante et heureuse, les accueillant avec son sourire qui pourrait faire fondre la glace. Je m'essuie les mains avec une serviette et sors pour la rejoindre, pensant que j'obtiendrai au moins un signe de tête pour avoir réussi ça. Carter est là en premier, son frère, me faisant son habituel combo mi-grognement, mi-hochement de tête. Comme si j'étais un gars qu'il connaît à peine, au lieu de celui qui est marié à sa sœur depuis 8 ans. Il a les mains dans les poches, regardant autour de lui comme s'il évaluait l'endroit, se demandant probablement combien tout cela a coûté. Puis Vivant fait entrer la mère d'Isabelle, en retard comme toujours, ses talons claquant sur le bois dur comme si elle faisait une entrée dans un vieux film. Elle a ce sourire suffisant affiché sur son visage, celui qui dit qu'elle sait quelque chose que vous ignorez. Et elle porte cette boîte argentée scintillante enveloppée d'un nœud. Tous les yeux sont rivés sur elle parce que c'est comme ça qu'elle aime ça, Colin. Gazouille-t-elle en me poussant la boîte. Ouvre-le, c'est pour toi. Sa voix est toute en sucre, mais il y a quelque chose de tranchant en dessous, comme un couteau enveloppé dans de la barbe à papa. Je prends la boîte, sentant le poids de tous ceux qui regardent Isabelle Carter, quelques cousins venus pour la nourriture gratuite. Je défais le ruban, je soulève le couvercle et le voilà, un morceau de papier plié, bien rangé. Je l'ouvre et en haut, en gros caractères gras, il est écrit « Si tu veux Thio, mange avec nous ». Encore une fois, les règles pour Colin. Mon estomac se tord un peu mais je garde mon visage stable. Je parcours la liste. Des règles sur les blagues que je suis autorisé à raconter. Rien de grossier. Il indique combien de temps je peux parler à table 5 minutes maximum. Même une ligne en bas qui pique plus que je ne veux l'admettre. Essayez de sourire davantage. Ça améliore l'ambiance. Je lève les yeux et Vivant sourit comme si elle venait de gagner quelque chose. Carter renifle, les cousins rient, et puis je l'entends, le rire d'Isabelle, doux et éclatant, me transperce comme une lame. Ils rient tous comme si c'était une grosse blague, comme si j'étais la punchline. Je ne dis pas un mot. Qu'est-ce que je suis censé dire? Merci pour la liste, des trucs drôles. J'ai la gorge serrée et mes mains veulent froisser le papier, mais je le replie simplement, doucement et lentement, et le pose sur la table à côté de la dinde. Vivant tape dans ses mains, ravie d'elle-même, et dit « Oh, allez, Colin, c'est juste un peu de plaisir. » C'est amusant, non? J'acquiesce, force un demi-sourire qui n'atteint pas mes yeux et retourne à la cuisine. Je découpe la dinde, la tranche de manière lisse et régulière, chaque coupe étant un peu plus lourde que la précédente. Ils sont toujours là, à rire, à trinquer, à faire comme si de rien n'était. J'ai joué la nourriture, je l'ai préparée et je me suis assise avec eux. La liste fait un trou dans ma poche. Je n'y touche plus cette nuit-là, mais je ne peux pas m'empêcher de le voir. Ces mots, cette écriture, la façon dont ils pensaient tous que c'était hilarant. Je prends mon repas, j'écoute leur bavardage et je me tais. Ils ne le remarquent pas, ils ne le font jamais au moment où le dessert arrive. Je fais juste des mouvements, hoche la tête quand quelqu'un parle, passe la tarte, sirote le vin qui commence à avoir un goût aigre. Vivant raconte une histoire sur sa dernière virée shopping, et Isabelle s'accroche à chaque mot, ses yeux pétillent comme ceux de sa mère, une sorte de héros, les blagues de Carter, les cousins sont bruyants, et je suis juste là, le gars qui a tout payé, assis avec une liste de règles, comme si j'étais un enfant qui a besoin d'être appris à se comporter. Je jette un coup d'œil à Isabelle, en espérant qu'elle attirera mon attention. Voit que je ne ris pas, mais elle ne rit pas, elle est trop occupée à rire à ce que dit Carter. La nuit s'éternise, et quand ils partent enfin, Vivien avec un câlin dramatique, Carter avec un autre grognement. Je me retrouve debout sur le pas de la porte, à regarder leurs feux arrière disparaître. Je retourne à l'intérieur, ramasse cette boîte en argent et la jette à la poubelle, mais c'est la liste que je garde. Je ne sais pas encore pourquoi, mais je le glisse dans un tiroir et je le ferme bien. Quelque chose bouge en moi, lentement et doucement, et je ne sais pas où cela va me mener. C'est la nuit de Thanksgiving et la maison est enfin calme. Isabelle dort à l'étage,
la vaisselle est empilée dans l'évier et je suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable ouvert, l'écran brillant dans le noir. La liste de Vivant est sur la table à côté de moi, dépliée maintenant, ces lettres en gras me regardent comme si elles me mettaient au défi de faire quelque chose à ce sujet. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas jeté avec la boîte, peut-être parce que cela ressemble à une preuve de ce qu'ils pensent de moi, ma poitrine serrée, pas exactement de colère, mais avec quelque chose de plus lourd, quelque chose qui se construit depuis des années et qui s'est finalement ouvert ce soir. J'ouvre une nouvelle feuille de calcul, je la nomme grand livre familial et je commence à taper. Je ne le planifie pas, je laisse juste mes doigts bouger comme si je déchargeais tout ce que je portais. Dîner de Thanksgiving en première ligne. J'ouvre mon application bancaire, je fais défiler les frais, $2 pour 30,52. C'est la dinde, le vin, les assiettes, les centres de table, les chaises supplémentaires que j'ai louées parce que Vivant insistait sur le fait que nous en avions besoin. Je n'ai pas cligné des yeux lorsque j'ai glissé ma carte. C'est ce que je fais, veiller à ce que les choses se passent bien. Ensuite, le prêt de mariage de Carter, $8 000 remis. Il y a 3 ans, quand lui et Maya se démenaient pour payer cette grande réception sophistiquée qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Il a promis de me rembourser, mais je n'ai pas vu un centime et je n'ai jamais insisté parce qu'il fait partie de la famille. Puis il y a le nouveau toit de Vivien, $114 750. Elle m'a appelé en pleurant il y a 5 étés et m'a dit que les fuites abîmaient ses tapis. Et j'ai fait le chèque le lendemain, je n'ai même pas demandé de remerciements, je voulais juste qu'elle aille bien. Et le bail de voiture d'Isabelle, 61, $120 jusqu'à présent, parce qu'elle voulait quelque chose de fiable, quelque chose d'agréable. Et j'ai dit oui. Comme je le fais toujours, je continue ligne après ligne. La fois où j'ai payé la facture de téléphone de Carter quand il a été coupé, $300. La caution pour l'appartement de Vivian quand elle s'est rapprochée de nous, $20000. Cadeau de Noël, dîner d'anniversaire, espèces aléatoires, je les ai glissés. Quand ils ont laissé entendre qu'ils étaient petits, cela totalise rapidement des milliers et des milliers. Et c'est exactement ce dont je me souviens par cœur. Je m'appuie en arrière sur ma chaise en regardant les chiffres et je me rends compte que je ne suis pas seulement un gendre pour eux, je suis leur guichet automatique, leur filet de sécurité, le gars qui répare les choses quand elles s'effondrent. Et ce soir, ils se sont moqués de moi pour ça. Ils m'ont écrit une liste de règles, comme si j'étais un serviteur qui a besoin de connaître sa place. Je me frotte les yeux, sentant le poids de tout cela s'installer. Il y a encore une chose que je n'ai pas encore écrite, quelque chose de plus gros. Il y a 6 ans, Vivant était sur le point de perdre sa maison, les avis de saisie accumulant ses chances de crédit. C'est elle qui est venue vers moi, pas Isabelle, les larmes aux yeux, implorant de l'aide. Je n'ai pas hésité. J'ai cosigné un prêt, je l'ai mise dans une fiducie commune avec moi pour qu'elle puisse garder la maison. C'est une belle maison, 3 chambres, une grande cour, qui vaut beaucoup. Maintenant les titres à nos 2 noms, mais je n'y ai jamais touché, je n'y ai même jamais pensé. C'était à elle de vivre et ça me convenait. Jusqu'à maintenant. Je récupère l'accord de fiducie enfoui dans un dossier sur mon ordinateur portable et je le relis. Mon nom est là, clair comme le jour. Copropriétaire, égalité des droits. Je ne l'ai pas configuré pour l'utiliser, mais ce soir m'a fait réfléchir différemment. L'horloge passe minuit et je suis toujours assis là, la feuille de calcul s'allongeant. Je ne me sens plus en colère, pas comme lorsque j'ai vu cette liste pour la première fois. C'est autre chose, calme, froid, comme si je prenais du recul et voyais tout tel que c'est. Je me suis investi dans cette famille, dollar par dollar, faveur par faveur, et ils ont tout pris sans hésiter. Le rire d'Isabelle continue de résonner dans ma tête, comme elle ne m'a même pas regardé quand Vivian m'a tendu cette boîte. Je pensais que nous étions une équipe, elle et moi. Mais peut-être que je me suis trompé sur ce point aussi. Je ferme l'ordinateur portable, mais je ne l'éteins pas, l'écran reste allumé, ces chiffres brillent comme une carte de tout ce que j'ai donné. Je me lève, dégourdis mes jambes raides et me dirige vers la fenêtre. Les rues étaient sombres, seules quelques lumières du porche vacillaient dans le froid. Je pense au sourire suffisant de Vivian, au hochement de tête paresseux de Carter, à la façon dont ils se sont tous comportés, comme si cette liste était un petit jeu intelligent. Je pense au fait que je n'ai jamais rien demandé en retour, ni argent, ni gratitude, ni même respect. C'est peut-être mon erreur. Peut-être que j'ai été trop calme, trop facile, en les laissant me marcher dessus parce que je ne voulais pas faire de vagues. Mais ce soir, quelque chose a changé. Je ne sais pas encore ce que je vais faire,
mais je sais que j'ai fini d'être leur paillasson. Je prends la liste, la plie soigneusement et la mets dans ma poche. Ce n'est plus une poubelle, c'est un rappel. Je monte à l'étage, passe devant la chambre où dort Isabelle et entre dans la chambre d'Amy. Je ne veux pas la réveiller, je ne veux pas parler, pas encore. Je m'allonge sur le lit d'invité grumeleux, regardant le plafond et commence à planifier. Pas bruyant, pas en colère, juste silencieux comme un audit. Personne ne voit venir. Cela fait quelques semaines depuis Thanksgiving et je suis assis dans mon bureau à la maison, les portes bien fermées pour qu'Isabelle ne rentre pas. Les feuilles de calcul s'ouvrent à nouveau, les chiffres me regardent comme s'ils étaient vivants, mais je n'y ajoute rien. Aujourd'hui, je garde la tête baissée, je vais au travail, je rentre à la maison pour dîner avec Isabelle comme si de rien n'était. Elle n'a pas évoqué la liste et moi non plus. Il est toujours plié dans ma poche, petit, un peu usé maintenant à cause du nombre de fois où je l'ai sorti pour le regarder. Je ne sais pas pourquoi je le garde. Peut-être parce que c'est la seule chose qui semble réelle cette nuit-là. La seule preuve, je n'imaginais pas la façon dont ils riaient tous. La maison est calme, juste le bourdonnement du chauffage qui démarre. Quand mon téléphone sonne, c'est la femme de Maya Carter. J'hésite, le pouce survolant l'écran. Puis récupère Colin. Et, dit-elle à voix basse, comme si elle se cachait de quelqu'un. Tu as 1 minute. Je lui dis. Bien sûr, je m'appuie en arrière sur ma chaise en me demandant de quoi il s'agit. Maman a toujours été honnête avec moi, pas vraiment chaleureuse, mais pas froide comme les autres. Tu n'as pas entendu. Continue-t-elle et je peux entendre la nervosité dans son ton. Ils ont apporté la liste à l'anniversaire de tante Shelby le week-end dernier. Vivien l'a fait laminer, Colin a laminé Carter. Lis-le à voix haute comme si c'était une grande comédie, un rôti ou quelque chose du genre. Ma prise se resserre sur le téléphone mais je ne dis rien. Je l'imagine vivant agitant cette feuille de plastique brillante, la voix forte de Carter résonnant sur le gâteau et les bougies, tout le monde riant comme si j'étais le clown de la famille. Il ne se moque pas de toi. Maya dit plus doucement, maintenant il se moque de toi. Je pensais que tu devrais le savoir. Je la remercie, d'une voix ferme, même si j'ai la tête qui tourne. Elle fait une pause comme si elle attendait que je crie ou que je jure, mais je dis juste au revoir et raccroche. Je reste là un long moment à regarder le mur, la liste brûlant un trou dans ma poche, plastifiée. Ils l'ont transformé en un souvenir, un trophée, quelque chose à sortir à chaque fête pour rappeler à tout le monde à quel point je suis une blague. Je ne ressens plus de colère, pas celle de Thanksgiving, brûlante et acerbe. C'est plus froid, plus clair, comme si je m'étais enfin réveillé. Je sors la liste, la déplie et la relis. Essayez de sourire davantage. Pas de blagues grossières, 5 minutes max ce ne sont pas que des mots, c'est une laisse qu'ils ont essayé de me mettre et j'ai été trop stupide ou trop gentil pour le voir. J'ouvre mon ordinateur portable, je sors l'accord de fiducie pour la maison de Vivien. Je l'ai regardé plus récemment, en parcourant le jargon juridique, les signatures, la mienne et la sienne côte à côte. Tout y est, copropriétaire, égalité des droits, aucune restriction. Je ne m'en suis jamais soucié auparavant, je n'ai jamais pensé à l'utiliser. C'était juste une faveur, un moyen de l'empêcher de tout perdre. Mais maintenant, cela ressemble à un effet de levier, comme une carte que je détenais sans le savoir. J'appelle mon avocat, Tom, un gars que je connais depuis l'université et qui ne plaisante pas avec Colin. Dit-il en décrochant à la 2e sonnerie, quoi de neuf? Je lui parle de la maison, de la confiance, de la situation, pas de la liste, pas encore seulement du strict minimum. Puis-je faire quelque chose avec ça? Je demande. Il reste silencieux pendant 1 minute, puis dit, ouais, tu as des options, laisse-moi y creuser. Je te rappellerai. Je raccroche, me sentant un peu plus léger, comme si j'avais fait un pas que je ne pouvais pas annuler. L'anniversaire de Vivien approche le mois prochain et je commence à réfléchir, pas de grandes pensées, pas encore, juste de petites pensées comme ce que je pourrais faire pour changer les choses. Je ne veux pas crier, me battre ou faire une scène. Ce n'est pas moi. Je veux quelque chose de calme, quelque chose qui les frappe là où ça fait mal, comme cette liste m'a frappé. Je vais sur Internet, je commande de jolis papiers à lettres, de couleur crème, épais, du genre qu'on utiliserait pour quelque chose d'important. Je reçois une enveloppe rouge, trop vive et trop nette, du genre qui se démarque. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais y mettre, mais je sens l'idée prendre forme, lentement et régulièrement, comme un plan que je ne savais pas avoir en moi.
Je pense à l'appel de maman, à la façon dont elle a dit en se moquant, comme si elle était désolée pour moi. Je n'ai pas besoin de sa pitié, mais je suis content qu'elle me l'ait dit. C'est une autre pièce, une autre raison de continuer. Isabelle rentre plus tard, discutant de sa journée et me demandant si je veux emporter. J'acquiesce, je souris, j'agis, c'est normal, mais je suis à des kilomètres. Elle ne pose pas de questions sur Thanksgiving, ne mentionne pas sa famille et je n'en parle pas. Nous mangeons devant la télé, une émission stupide qui ne intéresse aucun de nous. Et je continue de penser à cette liste plastifiée. Je me demande si Vivian l'a dans son sac en ce moment, prête à le sortir lors de la prochaine réunion. Je me demande si Carter a pratiqué son discours, si Isabelle a encore ri en le lisant. Cette pensée me trotte dans les tripes, mais je la repousse. Je ne suis pas encore prêt à lui parler. Pas à propos de ça, pas à propos de quoi que ce soit. Je dois d'abord déterminer mon prochain mouvement au moment où je me couche. Le plan est clair, l'anniversaire de Vivant va être ma chance de ne pas exploser, de ne pas implorer le respect, mais de leur montrer que je ne suis pas le gars qu'ils pensent que je suis. Je réouvre l'accord de confiance, le lis une fois de plus, puis ferme l'ordinateur portable. Je ne dors pas beaucoup cette nuit-là, mais je ne me retourne pas non plus. Je reste là, les yeux ouverts, à tout parcourir dans ma tête, l'argent, les faveurs, la liste, la maison. Il ne s'agit pas vraiment de vengeance. Il s'agit de reprendre ce qui m'appartient, en commençant par ma propre colonne vertébrale. Je suis resté silencieux trop longtemps et ils ont pris cela pour de la faiblesse. Ils ne feront plus cette erreur. C'est l'anniversaire de Vivant et je me rends chez elle en voiture avec l'enveloppe rouge posée sur le siège passager, le papier à lettres crème à l'intérieur, plié, net et soigné. Je suis en retard volontairement, pas parce que j'ai été retardé. Je les voulais tous là, installés dans des verres teintants avant de franchir la porte. Les dernières semaines ont été une succession d'appels téléphoniques avec Tom, mon avocat, révisant l'accord de fiducie ligne par ligne, jusqu'à ce que je sache exactement ce que je pouvais faire. Il a rédigé les documents, un avis de défaut, clair et légal, précisant que Vivant a 30 jours pour régler son problème ou que la maison, notre maison, commence techniquement à lui échapper des mains. Je ne l'ai pas dit à Isabelle. Elle me contourne sur la pointe des pieds ces derniers temps comme si elle savait que quelque chose ne va pas mais ne veut pas demander. J'ai gardé la bouche fermée, j'ai gardé le visage vide, en attendant ce soir. Je m'arrête chez Vivian, la même maison que j'ai sauvée il y a 6 ans. Des lumières jaillissaient par les fenêtres, des voitures alignées le long du trottoir. J'entends déjà le bruit, des rires, de la musique, la voix forte de Carter traversant tout cela. Je prends l'enveloppe, sors dans le froid et me dirige vers l'allée, mon estomac stable, ne se retournant pas comme je le pensais. Ce n'est pas une question de nerfs, c'est de concentration. Je frappe et Isabelle ouvre la porte, son visage s'éclairant une seconde avant de voir mon expression. « Colin, dit-elle hésitante, tu es là. » J'acquiesce, je passe devant elle et la pièce devient silencieuse pendant un moment alors que tout le monde se tourne pour regarder. Vivien est au milieu, tenant un verre de quelque chose de pétillant, ses cheveux ébouriffés, fantaisie, ce sourire suffisant déjà en place. « Eh bien, dit-elle en retard à l'homme du moment, mais nous vous pardonnons. Tu m'as apporté quelque chose ? » Je tiens l'enveloppe rouge et ses yeux brillent. Elle adore les spectacles, elle l'a toujours aimé, et je suis sur le point de lui en offrir un, mais pas celui auquel elle s'attend. La pièce bourdonne à nouveau. Des gens à moitié ivres, des cousins et des amis que je connais à peine, se pressant avec des assiettes de gâteaux. Carter est appuyé contre le mur, souriant comme s'il participait à une blague que je n'ai pas encore entendue. Je me dirige vers Vivant, lentement et délibérément, et lui tends l'enveloppe. « Joyeux anniversaire », dis-je d'une voix plate mais assez forte pour être portée. Elle le prend avec brio, faisant un clin d'œil à la foule comme si elle était sur le point de dévoiler un collier de diamants ou une carte cadeau dans son magasin préféré. Elle fait glisser le papier, le déplie et son sourire se fige. C'est silencieux maintenant, le genre de silence qui aspire l'air d'une pièce. Ses yeux se tournent vers les mots, mise en demeure, 30 jours, termes légaux et encre noire qui ne laissent pas beaucoup de place à la discussion. Elle me regarde, sa bouche fonctionne comme si elle essayait de trouver quelque chose à dire, quoi, qu'est-ce que c'est ? Y parvient-elle finalement, d'une voix haute et tremblante. Je ne cligne pas des yeux. Votre délai de grâce se termine dans 30 jours. Je dis calme comme n'importe quoi. C'est à ce moment-là que les choses commencent à bouger. Carter est hors du mur. Maintenant, il s'avance, le visage rouge. Qu'est-ce qui se passe, Colin ? Il claque comme si je venais de donner un coup de pied à son chien.
Isabelle est à côté de moi, sa main sur mon bras, la bouche ouverte comme si elle n'en croyait pas ses oreilles. Colin. Elle murmure, qu'est-ce que tu fais? Vivant tient toujours le papier, les mains tremblantes. Maintenant, cette suffisance a disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Tu ne le ferais pas. Dit-elle, presque suppliante, mais il y a aussi un défi là-dedans. Comme si elle pensait que je reculerais si elle regarde assez fort. Je voudrais. Je dis en croisant son regard, et je le suis. Tu voulais que je suive tes règles. Celui-ci est à moi. La salle entre en éruption. Puis Carter jure haut et fort, me traitant de salaud, de lâche, tout ce qui lui passe par la tête. Isabelle tire sur ma manche, prononce mon nom encore et encore, comme si ça allait me faire sortir de là. Murmurent les cousins, certains reculent, comme si j'avais une bombe attachée à moi. Vivant reste là, le papier glissant de ses doigts, le visage pâle sous tout ce maquillage. Je ne bouge pas, je laisse le bruit, la colère, le choc m'envahir. Ça fait des semaines que je prépare ça, je le retourne dans ma tête tous les soirs, pendant qu'Isabelle dormait à côté de moi, inconsciente. Je savais que ce serait compliqué, je savais qu'il me détesterait pour ça, mais je ne m'attendais pas à quel point ce serait agréable de voir ce regard sur le visage de Vivant. Pas de joie, pas de victoire, juste la réalisation que je ne suis plus son punching ball. Carter est face à moi maintenant, pointant un doigt sur ma poitrine. Tu penses que tu peux simplement la ramener chez elle après tout? Je ne bronche pas, c'est aussi ma maison. Je dis calme mais ferme. Vérifiez la confiance. Je le paie depuis plus longtemps que vous ne le pensez. Il s'arrête bouche bée comme s'il n'avait plus rien à me lancer. Isabelle pleure maintenant, de petits sanglots doux qui sont plus profonds que les cris de Carter. Pourquoi tu ne me l'as pas dit, demande-t-elle, la voix brisée. Je la regarde et pendant une seconde je l'adoucis presque, je l'explique presque. Toute la liste, les années passées à être leur portefeuille, la façon dont elle riait. Mais pas moi, tu n'avais pas besoin de savoir. Pourtant je dis à la place, et son visage se froisse, Vivien se rallie, essaie d'en rire, dit, il bluffe, tu ne le feras pas, mais c'est faible et personne n'y croit. Je me retourne pour laisser l'enveloppe sur le sol, désormais rouge sur le tapis, comme une tache de sang. 30 jours, je dis par-dessus mon épaule, et je pars. Avant qu'il puisse m'arrêter, je monte dans ma voiture, démarre le moteur et reste assis là pendant une minute, la chaleur explosant, le froid s'insinuant. Mes mains sont stables sur le volant, ma respiration est régulière. Je ne ressens pas de triomphe, pas vraiment de soulagement, comme si j'avais enfin posé quelque chose de lourd que je portais depuis trop longtemps. Je sais que ce n'est pas la fin. Les menaces de Carter, les larmes d'Isabelle, les intrigues de Vivant. Tout arrive, mais pour l'instant j'ai dit ma paix, j'ai tracé ma ligne, je sors de l'allée, la maison rétrécit dans la vue arrière, et je rentre chez moi. Les enveloppes rouges ont disparu, mais je peux toujours le voir dans mon esprit, net et lumineux, la première règle que je leur ai jamais imposée. Je suis assis sur le canapé de notre salon, une bière à moitié vide à la main. Quand les retombées commencent, c'est la nuit qui suit l'anniversaire de Vivien et la maison semble trop grande, trop calme, comme si elle retenait son souffle, attendant la suite. Isabelle est à l'étage, j'ai entendu la porte de la chambre claquer il y a 1 heure après notre retour et elle n'est pas descendue depuis. Je ne l'ai pas suivie, je n'ai pas essayé de lui expliquer ce qu'il y avait à dire. Elle a vu la mise en demeure, a vu le visage de Vivien, m'a entendu tenir bon. Elle sait ce que j'ai fait, même si elle ne sait pas pourquoi. Mon téléphone est sur la table basse et bourdonne sans arrêt, s'illuminant de SMS et d'appels manqués. Je ne veux pas regarder, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je le récupère, je fais défiler le désordre. J'ai mis les 3 premiers messages de Vivien en majuscules, sans cœur. Tu vas le regretter. Comment oses-tu? Je peux l'imaginer en train de le taper, ses ongles manicurés poignardent dans l'écran, ce sourire suffisant remplacé par quelque chose de laid et de désespéré. Celui de Carter. Ensuite, un message vocal. Je ne joue pas, mais je devine probablement qu'il crie, m'appelle tous les noms qu'il connaît, menaçant peut-être de venir. Puis la maman d'Isabelle, encore une fois plus longue. Tu penses que tu peux gâcher ma vie et t'en aller. Je vais me battre contre ça, Colin. Tu n'es rien sans nous. Je regarde cette dernière ligne. Laissez-le pénétrer. Rien sans eux. C'est drôle comme elle pense qu'après tout ce que j'ai fait, payer son toit, sa maison, son foutu vin de Thanksgiving. Je pose le téléphone, prends une gorgée de bière et laisse l'amertume reposer sur ma langue.
La porte d'entrée est toujours déverrouillée depuis notre retour à la maison et je m'attends à moitié à ce que Carter fasse irruption en balançant le poing. Mais il ne le fera pas, il est. Tous les discours l'ont toujours été. Je me penche en arrière, ferme les yeux et rejoue la nuit dernière, l'enveloppe rouge touchant le sol, Vivant balbutie, la main d'Isabelle sur mon bras comme si elle pouvait me tirer du bord. Je ne m'attendais pas à ce que cela soit si définitif, comme si j'avais coupé une corde à laquelle je m'accrochais depuis des années. Mon téléphone sonne encore et cette fois c'est Isabelle, de partout, tu m'as embarrassé. Il dit, comment as-tu pu faire ça devant tout le monde? Je ne réponds pas, cela la gêne. Elle a ri de cette liste, et resté là pendant qu'il se moquait de moi et c'est moi qui l'ai embarrassé. J'ai jeté le téléphone sur le coussin à côté de moi, je l'ai laissé là sans réponse. Je me lève, commence à arpenter mes bottes lourdement sur le bois dur. La maison semble différente maintenant, comme si elle n'était plus la mienne, ou peut-être qu'elle ne l'a jamais été. J'ai emballé, lentement et silencieusement, ces derniers jours, des vêtements, mon ordinateur portable, quelques livres, les mettant dans un sac polochon dans la chambre d'amis. Je n'ai décidé de partir que ce soir, mais ça arrive, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas seulement de la maison, de la fiducie ou même de cette stupide liste. Il s'agit de moi, de la façon dont je les ai laissés me traiter comme un paillasson, un portefeuille, une blague et c'est fini. Je me dirige vers la cuisine, prends une autre bière, et c'est à ce moment-là que le téléphone sonne à nouveau. Je vérifie, j'attends Vivant ou Carter, mais c'est Maya. J'hésite. Alors réponds à Colin. Dit-elle d'une voix douce, attention, toi, d'accord. Je ne sais pas comment répondre à ça, alors je grogne. Elle soupire. Ils sont en train de perdre la tête ici. Vivant pleure à tous ceux qui écoutent. Carter parle d'avocat. Celle d'Isabelle, eh bien, tu sais comment elle est. Je ne dis rien, j'écoute juste le bourdonnement du frigo derrière moi. Je comprends. Vous savez. Maya continue ce que tu as fait. Ils ont finalement peur de perdre quelque chose. Peut-être que maintenant ils comprendront ce que tu ressentais. Ces mots restent là, simples et vrais, et pendant une seconde, j'ai l'impression que quelqu'un comprend, même si ce n'est qu'elle. Merci, dis-je d'une voix rauque, de m'avoir parlé de la liste aussi. Elle se tait, puis dit, prends soin de toi, Colin, et raccroche. Je pose le téléphone, ouvre la bière et prends un long verre. Maman a raison, ils ont peur, et c'est nouveau. Pendant des années, j'ai été celui qui se penchait pour donner, avalant tout ce qu'ils me jetaient. Maintenant, les rôles sont inversés et ils ne savent plus quoi faire. Je me dirige vers la chambre d'amis, je sors le sac polochon de sous le lit. Ce n'est pas grand-chose, juste assez pour tenir quelques jours, mais c'est lourd, comme s'il transportait plus que des vêtements. Je le ferme, le place près de la porte et m'assois sur le bord du lit en regardant le mur. Les pas d'Isabelle résonnent au-dessus de ma tête et je me demande si elle envoie des SMS à sa mère maintenant, si elle complote avec eux ou si elle pleure simplement dans son oreiller. Je ne vais pas vérifier. Je ne peux pas arranger ça pour elle, pas cette fois. Le téléphone se rallume, Carter, cette fois un texto, tu es un homme mort. Si je te vois, je ris presque. Il ne fera rien. Il est trop paresseux, trop mou. Je le supprime, bloque son numéro, puis celui de Vivian aussi. Je n'ai plus besoin de leur bruit. Je prends un verre dans la cuisine, j'y verse le reste de la bière et c'est là que je l'entends fracasser. À l'étage, quelque chose est cassé. Je me fige, j'écoute la voix d'Isabelle étouffée, en colère. Puis une autre pensée, je ne bouge pas, la laisse casser ce qu'elle veut, c'est à elle maintenant cette maison, cette vie. J'ai fini de tenir le coup pour eux. Je finis la bière lentement et régulièrement, le verre froid contre ma main, et je commence à penser à l'endroit où j'irai, un hôtel, peut-être juste pour une nuit ou deux, jusqu'à ce que je sache quelle est la prochaine étape. Il ne s'agit plus seulement de la maison, ni de l'argent, ni même de cette liste plastifiée qu'il brandissait comme un drapeau. Il s'agit de moi, de me réveiller et de voir que je vis pour eux, pas pour moi-même. J'attrape le sac, le passe sur mon épaule et me dirige vers la porte. Le téléphone sonne une dernière fois. Maya encore une fois, tu as fait la bonne chose. Je ne réponds pas, mais je m'y accroche. Alors que je sors, l'air froid frappe mon visage comme une gifle, je verrouille la porte derrière moi, monte dans mon camion et quitte la maison en m'évanouissant dans le noir. Je ne sais pas où je vais, mais pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression d'aller de l'avant.
Je suis assis dans mon bureau au travail une semaine après l'anniversaire de Vivian lorsque la porte s'ouvre et qu'un type en costume bon marché entre comme si l'endroit lui appartenait. Je séjourne dans un hôtel depuis que j'ai quitté la maison, un petit endroit à l'écart de l'autoroute avec des murs fins et un lit grumeleux. Mais c'est mieux que d'affronter les larmes d'Isabelle ou les menaces de Carter. Mon sac est toujours dans le camion et j'ai eu des appels professionnels très chargés avec Tom, tout ce qui me permet de garder la tête droite. Le type s'arrête devant mon bureau, tend la main et dit « Bradley Stokes, avocat de Vivian Hargrove ». Je ne le secoue pas, je me penche simplement en arrière sur ma chaise, pas sur le siège en face de moi et j'attends. Il s'assoit, ajuste sa cravate comme si elle l'étouffait et sort un dossier de sa mallette. « Parlons de ce petit coup que tu as fait, » dit-il, souriant comme s'il m'avait coincé. Je ne bronche pas, je m'attendais à ça. Vivian n'est pas du genre à prendre un coup comme cet avis de défaut et à se retourner. « Vas-y, » dis-je en gardant ma voix plate. Il ouvre le dossier, commence à débiter des mots comme difficultés excessives et coercition, affirmant que j'ai trompé Vivian en lui faisant croire il y a des années que je viole certaines valeurs sacrées de la famille en menaçant sa maison. Son ton est tout fanfaron, comme s'il avait répété cela devant un miroir, mais je peux voir la sueur sur son front. Il n'est pas aussi sûr qu'il veut que je le pense. Je l'ai laissé parler, je l'ai laissé construire son petit château de mensonges, et quand il arrête enfin de me regarder comme s'il attendait que je craque, je fouille dans le tiroir de mon bureau et en sors l'accord de fiducie original. Je dis ici, en le faisant glisser sur le bureau, lisez-le. Il cligne des yeux, prend cela comme si c'était un fil sous tension et commence à feuilleter les pages. Tout est là, la signature de Vivian, la mienne, le cachet du notaire d'il y a 6 ans lorsqu'elle me suppliait de la sauver de la saisie. Pas de petits caractères, pas de trucs, juste un accord simple, copropriétaire, égalité des droits. Je regarde son visage pendant qu'il le scannait, ses couleurs s'évacuant lentement et régulièrement. « Tu es sérieux ?» marmonne-t-il presque pour lui-même, comme s'il n'arrivait pas à y croire. « Aussi grave qu'une saisie ?» dis-je en me penchant juste assez pour le faire bouger sur son siège. Il ferme le dossier, glisse l'accord de fiducie à l'intérieur comme si c'était une preuve à laquelle il ne veut pas toucher et essaie de se regrouper. « Ça ne change rien, » dit-il, mais sa voix est désormais plus faible. « Nous allons le combattre. » Détresse émotionnelle, mauvaise foi, etc. Je ris presque. Mais je ne le combats pas tout ce que tu veux. Je dis que ce journal est légal. Elle l'a signé. J'ai parfaitement le droit de l'appeler. Il me regarde, la bouche tremblante comme s'il avait plus à dire, mais il n'arrive pas à trouver les mots. Je ne lui laisse pas la chance. Il vous reste 25 jours sur ce délai de grâce. Je lui dis à Vivian de comprendre. Il se lève, remet le dossier dans sa mallette et marmonne quelque chose à propos de ma présence au tribunal avant de sortir, ses pas rapides et inégaux sur le carrelage. Je suis assis là, à regarder la chaise vide, sentant le calme s'installer. Ce n'est pas une victoire, pas encore, mais c'est un pas en avant. Il se bouscule et moi pas. Plus tard dans la journée, j'appelle Tom pour le mettre au courant. Ça ressemble à du bluff, dit-il, sa voix crépitant dans le téléphone. Les gars cherchent un règlement, mais il n'a rien de solide. Cette confiance est à toute épreuve. Vivian savait ce qu'elle signait. J'acquiesce, même s'il ne peut pas me voir, et je demande quelle est la prochaine étape. Ils vont probablement le faire traîner. Il dit, déposez quelque chose pour caler, faites du bruit, gardez simplement la tête baissée et laissez-moi m'en occuper. Je le remercie, raccroche et m'adosse à mon fauteuil, l'accord de fiducie toujours sur mon bureau. Je le ramasse, passe mon pouce sur la signature de Vivian. Elle était si reconnaissante à l'époque, les larmes aux yeux, m'appelant son sauveur. Maintenant, je suis le méchant parce que j'ai arrêté de jouer à son jeu. Je quitte le bureau tôt et retourne à l'hôtel. La petite pièce sent le café rassis et l'eau de Javel, mais c'est la mienne pour l'instant. Je me laisse tomber sur le lit, sors mon téléphone et vois un nouveau texto d'Isabelle. L'avocat de maman est venu te voir. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que je ne répondais pas? Elle envoie des SMS tous les jours depuis mon départ, parfois en colère, parfois triste, me demandant toujours pourquoi je n'ai pas de réponse. Elle ne comprendrait pas pourtant, j'ai posé le téléphone face cachée, j'ai attrapé la télécommande et j'ai allumé la télé, un vieux western scintille sur l'écran, les gentils face contre terre, imposés, en infériorité numérique mais calme, et je pense que c'est peut-être moi maintenant, seul mais sans reculer. Mon esprit continue de dériver vers Stokes, son visage suffisant, la façon dont il a essayé de déformer la vérité. Vivian lui raconte des mensonges, je le sais,
en lui disant que je l'ai forcée à croire que je suis un monstre prêt à la ruiner. Elle est douée pour ça, raconter des histoires pour devenir la victime. Je me demande ce qu'elle a dit à Isabelle, que dit Carter. Probablement que j'ai perdu la tête, que je suis avide, cruel. Il ne voit pas les années que j'ai investies dans l'argent, les faveurs, la façon discrète dont je les ai retenues. Ils ne veulent pas. Je me lève, prends une bière dans le mini-réfrigérateur et l'ouvre. Le sifflement bruyant dans la pièce vide. Les drones télévisés sur des coups de feu et des béatas de sabots. Mais je ne regarde pas vraiment. Je pense à appeler Maya, à la remercier à nouveau pour cela de la liste, pour avoir dit que j'ai fait la bonne chose. Elle est la seule à ne pas avoir tourné contre moi, la seule à semble l'obtenir. Mais je n'appelle pas. Je ne veux m'appuyer sur personne, pas maintenant. Je finis la bière, je mets la boîte sur la table de chevet et je m'allonge sur le lit à regarder le plafond fissuré. Stokes peut venir à moi avec tout le jargon juridique qu'il veut, Vivant peut crier et pleurer, Isabelle peut mendier. Cela ne change pas les faits, cette maison est à moitié à moi et je ne les laisse pas faire semblant le contraire. Je ferme les yeux, le poids de la journée s'installe, et pour la première fois depuis un moment, je me sens solide, comme si je ne réagissais plus mes décidants. Ils peuvent mentir tout ce qu'ils veulent, mais la vérité est sur le papier et il y a aussi mon nom. Je suis dans ma chambre d'hôtel. Une semaine après cela, l'avocat Stokes s'est présenté assis au petit bureau près de la fenêtre avec mon ordinateur portable ouvert. L'écran est vide à l'exception d'un curseur clignotant, et je le regarde depuis une heure à essayer d'écrire quelque chose à Isabelle, pas un texte, cependant. Elle m'envoie tous les jours, courte et tranchante ou longue, et plaidant, et j'en ai laissé la plupart sans réponse. C'est différent, une lettre, quelque chose dans lequel je peux tout verser, tout ce que je porte depuis Thanksgiving, depuis avant cela, même la pièce est calme, juste le bourdonnement du radiateur et le faible buzz de la circulation à l'extérieur. Et je commence à taper, lentement au début, puis plus vite, comme si ça me déversait. Isabelle, j'écris. Je ne sais pas si vous lirez ceci, mais je dois le dire quand même. Il ne s'agit pas de l'argent, pas vraiment. Il ne s'agit pas de la maison ou de la fiducie, ou même de cette putain de liste que votre maman m'a donnée. Il s'agit de nous, de moi, de la façon dont je me sentais invisible dans cette famille pendant des années. Mes doigts s'arrêtent, planant sur les clés et je prends une respiration. Je me souciais que quand Vivian m'a rabaissé, tu as ri, pas un grand rire, pas fort, mais assez pour que je l'ai entendu, assez pour qu'il soit coincé. Je me souciais que lorsque Carter a lu cette liste à l'anniversaire de Shelby, laminée comme un prix, vous n'avez pas dit un mot. Vous les laissez juste se moquer de moi, les laisser me transformer en une blague et j'ai continué à attendre que vous puissiez dire quelque chose, n'importe quoi, mais vous ne l'avez pas fait. Je continue, les mots venant plus facilement. Maintenant, vous m'avez appelé l'encre il y a une fois des années, après notre mariage, j'ai dit que j'avais tout tenu ensemble, votre famille, notre vie, tout cela. Je crois que j'ai essayé d'y être à la hauteur, payer le mariage de Carter, fixer le toit de votre maman, signer cette confiance afin qu'elle ne perde pas sa maison. Je n'ai pas demandé merci, je n'en avais pas besoin. Mais quelque part en cours de route, vous avez cessé de me voir comme l'encre et j'ai commencé à agir comme si j'étais le fardeau, comme si j'étais juste là pour garder la machine en marche pendant que vous riez tous sur l'huile que j'ai renversée. Ma poitrine se resserre. Mais je ne m'arrête pas. J'ai brisé le dos pour cette famille et tout ce que j'ai obtenu, c'était une liste de règles me disant comment se comporter. Comme si j'étais un chien, vous pouvez vous entraîner. Je me penche en arrière, je lis et ressens la douleur dans mon intestin. C'est vrai, chaque mot, mais c'est brut, trop brut. Peut-être que je continue de taper de toute façon. Je ne vous ai pas parlé de l'avis de défaut parce que je ne pensais pas que vous m'entendriez. Vous pleureriez ou se fâchiez ou me disiez que je réagissais de manière excessive et je ne pouvais pas prendre ça, pas. Après tout, j'avais besoin de faire quelque chose pour leur montrer que je ne suis pas rien, que je suis important. Peut-être que je suis allé trop loin, peut-être que je ne l'ai pas fait, mais je suis fatigué, Isabelle, fatigué d'être le gars qui donne et ne récupère rien d'autre qu'un sourire narquois et un ensemble d'instructions. J'arrête ma main qui tremble un peu et je regarde l'écran. Tout est là. La blessure, les années, la façon dont son rire m'a poussé plus profondément que la souffrance de Vivien ne le pouvait jamais. Je pense à l'envoyer, à frapper juste à part, à le joindre à un email, à le laisser voler dans le vide et à atterrir dans sa boîte de réception. Peut-être qu'elle l'avait lu, peut-être qu'elle pleurait, peut-être qu'elle verrait enfin ce que je ressentais, ou peut-être qu'elle le supprimerait. Appelez sa maman, dites-leur que je suis désarticulé, que je l'ai perdu. Je ne sais pas.
Je m'assois là, le curseur clignote comme un battement de cœur, et mon doigt plane sur la clé de suppression. Ce n'est plus d'elle. C'est à propos de moi. L'écriture était bien comme laisser l'air sortir d'un pneu qui a été pompé trop plein. Mais l'envoyer, cela lui redonne à nouveau le pouvoir, la laissant décider ce que cela signifie. Je ne veux pas ça. J'ai passé trop longtemps à attendre qu'elle me remarque, sans souci. J'appuie sur la suppression, regarde les mots disparaître en ligne, jusqu'à ce que l'écran soit à nouveau. C'est parti et je me sens plus léger, comme si j'avais perdu quelque chose que je n'avais pas besoin de porter. Je n'ai pas besoin qu'elle comprenne, pas maintenant, peut-être jamais. Je ferme l'ordinateur portable, je repousse du bureau et je me lève en étirant mes jambes raides. La pièce est toujours calme, mais elle ne se sent plus vide. Je prends ma veste, je me dirige vers le camion et je me rends dans un restaurant à quelques kilomètres sur la route. Il est tard, l'endroit à moitié vide, juste quelques camionneurs et une serveuse qui semble être debout trop longtemps. Je commande du café noir et je m'assois sur une stand près de la fenêtre en regardant le phare passer sur l'autoroute. Le café est amer, brûle ma langue, mais je le sirote quand même, laissant la chaleur me réveiller. Je pense à cette lettre, aux choses que je n'ai pas dit à haute voix, à quel point elle me manque parfois, comment je souhaite que cela n'ait pas été venu à cela, comment je l'entends encore rire dans ma tête, doux et lumineux, avant qu'il ne se transforme en quelque chose qui faisait mal. Mais je ne regrette pas de le supprimer. Le silence vaut mieux que de crier en ce moment, plus fort que tout ce que j'aurais pu envoyer. Je crie à l'intérieur depuis des années et ils ne l'ont jamais entendu. Pourquoi entendraient-ils maintenant? Je termine le café, je laisse un pourboire et je retourne à l'hôtel. La nuit, froide et claire, autour de moi. Allongé sur le lit, je regarde le plafond, les fissures cartographiant comme des routes que j'aurais pu prendre. Je n'ai pas besoin d'Isabelle pour lire mes mots pour savoir qu'ils sont vrais. Je n'ai pas besoin d'elle pour dire qu'elle est désolée ou pour me battre pour moi ou pour me revoir comme l'encre. Je l'ai écrit pour moi, pour le sortir, pour arrêter de le porter et le supprimer. C'était pour moi aussi. Je roule, ferme les yeux et dors mieux que je ne l'ai fait depuis des semaines, non pas parce que quelque chose est fixe, mais parce que j'ai lâché l'essayage de la faire m'entendre. Parfois, le silence est la chose la plus forte que vous puissiez dire, et ce soir, c'est suffisant. Cela fait 2 semaines que je ne suis pas en face de Stocks et je suis assis dans mon camion à l'extérieur de l'hôtel, le moteur, lorsque mon téléphone bourdonne avec une notification. Je l'ai gardé silencieux la plupart du temps, laissant les appels d'Isabelle et Carter s'accumuler sans réponse. Mais ce n'est pas un texte, c'est une balise sur les réseaux sociaux. J'ouvre l'application et c'est là, éclaboussé sur la page de Vivant pour le Monde pour voir un article intitulé « Comment mon gendre a essayé de voler ma maison ». Mon estomac tombe, pas par peur, mais de cette sensation fatiguée et lourde que je transporte depuis Thanksgiving. Je fais défiler vers le bas, lis ces mots et c'est exactement ce à quoi je m'attendais, les demi-mèches et le drame peint comme si elle était la victime dans un feuilleton après tout ce que j'ai fait pour lui. Elle écrit, Collins essayant de ramener ma maison, mon sanctuaire, à cause de la cupidité et de la dépit. J'ai élevé ma fille pour aimer cet homme et c'est ainsi qu'il nous rembourse. Elle a tout laissé de côté, la confiance que l'on a co-signée pour la sauver de la forclusion, les années des factures que j'ai payées, la façon dont elle a transformé cette liste laminée en un bâillon familial. Tout est d'elle, comment elle souffre, comment je suis le méchant qui s'est plongé pour ruiner sa vie. Il y a aussi une photo, elle se tenait devant la maison, les bras croisés, l'air blessé mais provoquant, comme si elle pose pour une affiche de film. Je m'assois là à regarder l'écran, le froid s'infiltre à travers les fenêtres du camion, et je ne me sens pas en colère. J'ai dépassé ça. C'est juste prévisible. Vivian a toujours été bruyant, avait toujours besoin d'un public, et maintenant elle a des centaines de likes, des dizaines de commentaires, des gens que je ne sais même pas en m'appelant un monstre, un voleur, une honte. Je fais défiler les commentaires et c'est un mélange, certains s'empilant de dire des trucs comme « Quel genre d'homme fait ça à la mère de sa femme ?» et le botter sur le trottoir, vive. D'autres sont plus silencieux pour poser des questions. Quelle est toute l'histoire ici? A-t-il vraiment pris? Je ne réponds pas. Je n'ai pas besoin de me défendre à des étrangers qui ont déjà décidé. Je suis sur le point de fermer l'application. Quand je le vois, un commentaire de Maya, court et net, peut-être leur parler du classeur, Vivien. Attachée est une photo, floue mais assez claire, la liste laminée de l'anniversaire de Shelby a tenu comme un trophée, l'écriture de Vivant, audacieuse sous le plastique. Mes règles, leurs blagues. Je gèle, je plane sur l'écran et regarde les réponses exploser.
Les gens commencent à demander ce que c'est, ce que cela signifie, et quelqu'un, un cousin que je connais à peine, publie un autre coup, celui-ci de Thanksgiving, moi tenant la liste confuse pendant qu'il rit en arrière-plan. C'est comme une putain de rupture. Plus de commentaires, plus de questions et puis un hashtag #Tanklèche Thanksgiving. Je ne sais pas qui commence, mais il attrape rapidement, se répandant à d'autres messages, autres pages, capture d'écran de la liste apparaît, les gens le disséquant, 5 minutes maximum. Sérieusement, le sourire aide à l'humeur. Qui écrit ceci? Et soudain, l'histoire de Sob de Vivant n'est pas la seule là-bas. Je me penche en arrière sur le siège, le téléphone se réchauffe dans ma main et je le laisse jouer. Je ne dis pas un mot, ne postez pas, je n'aime rien, je regarde juste. Le lendemain matin, c'est partout. Je suis au restaurant qui allaitait un café. Lorsque je vérifie à nouveau, les hashtags tendances. Pas énormes, mais assez grands. Des gens que je n'ai jamais rencontrés le partageant, en le transformant en même lorsque vos beaux-parents vous donnent des devoirs pour le dîner. Lundi, avec la liste photoshopée sur une dinde, une autre est un dessin animé d'un gars qui sculptant un oiseau tandis qu'une famille lui tend un livre de règles. Le poste de Vivant est toujours en place, mais les commentaires ont changé, moins de sympathie, plus de scepticisme. On dirait qu'il y a plus à cela. Quelqu'un écrit, qu'est-ce que la liste, vive, le renverse. Elle ne répond pas, mais Carter le fait, sautant avec une diatribe. Attention à votre entreprise. Ce mec est un menteur et un lâche. Il se retourne. Les gens s'accumulent également sur lui, lui demandant pourquoi il est si fou, ce qu'il cache. Je sirote mon café, la vapeur se recroqueville et je sens quelque chose de proche du calme. Je conduis pour travailler à la radio, en réfléchissant à la pensée de la vive qu'elle gagnerait cela. Elle a pensé qu'elle pouvait le faire tourner, faire de moi le méchant et tout le monde hocherait la tête parce qu'elle est bruyante et je ne le suis pas. Mais Maya, calme, stable. Maya l'a retourné avec une photo, une ligne. Je ne sais pas pourquoi elle l'a fait, je ne sais pas si c'est pour moi ou simplement parce qu'elle est fatiguée de leur merde aussi, mais ça marche. La vérité s'échappe, désordonnée et lente et je n'ai pas à soulever le doigt. À l'heure du déjeuner, mon téléphone bourdonnait à nouveau, pas des SMS cette fois, mais des notifications, des amis du travail, de vieux copains à qui je n'ai pas parlé depuis des années, me mettant un message, « Est-ce vous? Qu'est-ce qui se passe, mec ?» Je leur dis que c'est compliqué. Laissez-le là. Je ne veux pas expliquer, pas encore ce soir-là. De retour à l'hôtel, je vérifie à nouveau. Vivant est parti, calme. Son message est toujours en place, mais pas de nouvelles mises à jour. Carter se bat toujours dans les commentaires, mais il perd de la vapeur, noyé par des gens qui rient de la liste, le séparent. #Tanklest. Thanksgiving est sa propre chose maintenant, plus grande que son histoire et je peux presque la sentir fumer. Son petit plan parfait s'effondre. Isabelle m'envoie un texto alors, la première fois depuis des jours, maman est en désordre. C'est humiliant. Je le regarde, mon pouce brossant l'écran. Humiliant comme cette liste ne l'était pas, comme si son silence ne l'était pas. Je ne réponds pas, je n'en ai pas besoin. Je m'allonge sur le lit, le téléphone sur ma poitrine et me ferme les yeux. Le public fait ce que je ne pouvais pas, les appeler, les faisant se tortiller. Je n'ai pas demandé ça, je n'en voulais pas. Mais je ne l'arrête pas non plus. Vivien voulait une scène et elle en a obtenu une, mais pas le script qu'elle a écrit. Je ne me sens pas triomphant, je n'ai pas l'impression d'avoir gagné. Je me sens juste libre, comme la clairière de l'air après des années de fumée. Je ne dis pas un mot, je n'ai pas à le faire. La liste est là-bas maintenant, parlant pour moi, et pour une fois ce sont eux qui doivent répondre. C'est un nouveau Thanksgiving, 1 an depuis cette nuit avec la liste, et je suis dans mon nouvel endroit, un petit appartement à quelques kilomètres de l'ancienne maison. Rien d'extraordinaire, juste le mien. La petite place de la cuisine à peine pour le poêle et une table grattée, mais ça sent le poulet rôti et l'ail du repas que je préparais. Pas de dinde cette fois. Pas d'assiette ou de centre de garniture en or, juste un oiseau pour un, des pommes de terre en purée et un verre de whisky que j'ai versé il y a 1 heure. Je suis seul et c'est le meilleur que j'ai ressenti depuis longtemps. Les fenêtres sont ouvertes, laissant entrer l'air froid de novembre et j'ai une seule bougie vacillant sur le comptoir, pas pour le spectacle. Juste parce que je voulais un peu de lumière, j'ai joué la nourriture, m'asseoir et prendre une bouchée. Le poulet chaud et juteux, la pomme de terre lisse. C'est calme, pas de bavardage, pas de rire,
juste le son de ma fourche dans l'assiette, et je suis d'accord avec ça. Je pense à l'année dernière, la boîte scintillante de Vivien, les règles, la façon dont ils riaient tous pendant que je sculvais cette dinde comme un imbécile. Il se sent loin maintenant, comme si cela était arrivé à quelqu'un d'autre. Les 12 derniers mois ont été un gâchis, bien sûr. Vivien combattant la confiance, Isabelle laissant des messages. J'ai arrêté d'écouter les menaces de Carter, s'estompant en rien. Mais je suis sorti de l'autre côté. La maison a disparu, vendue après le début de la forclusion et j'ai pris ma moitié de l'argent, je l'ai mise à cet endroit. Vivien a toujours eu la moitié suffisante pour louer un endroit décent, mais elle n'est plus mon problème. Isabelle et moi avons terminé aussi. Document de divorce signé il y a un mois. Pas de grande scène, juste une fin calme. Elle ne me manque pas comme je le pensais. Je m'ennuie de qui je voulais que nous soyons, peut-être, mais pas d'elle, pas de la façon dont elle. Laissez-moi me noyer. Je sirote le whisky, je laisse brûler ma gorge et je me penche en arrière sur la chaise. Les bougies scintillent, jetant des ombres sur le mur, et je me demande où ils sont tous ce soir. Pramant probablement, rassemblant des vacances sans moi pour payer la facture. Mon téléphone bourdonne sur la table et je le regarde. Maya, un texte. Ils ont Thanksgiving dans un restaurant que personne ne voulait accueillir. Je l'ai lu 2 fois, je l'ai laissé couler et sourire. Pas un grand sourire, pas méchant, juste un restaurant. Pas de propagation de fantaisie, pas d'assiettes assorties, juste des huées graisseuses et du café bon marché. Je peux imaginer Vivien se plaignant de la nourriture, boudant Isabelle essayant de maintenir la paix. Ils le ressentent enfin le poids de le faire eux-mêmes. Et je ne suis pas là pour les attraper. Je ne lui textais pas Maya tout de suite. Je pose le téléphone, je prends une autre bouchée de poulet et laisse la couverture calme autour de moi. C'est mon Thanksgiving maintenant. Pas de règles, pas d'attente, juste moi et un repas que j'ai fait pour moi. Je pense à la façon dont je suis arrivé ici, étape par étape, la feuille de calcul que j'ai commencé cette nuit-là en totalisant chaque dollar que je leur ai donné, l'enveloppe rouge à l'anniversaire de Vivant, la façon dont son visage est tombé lorsqu'elle a vu l'avis de Stocks par défaut transpirant dans mon bureau, l'accord de confiance qu'il entend, la lettre non conçue à Isabelle, celle que j'ai supprimée parce que je n'avais pas besoin de sien pour m'entendre. Et ce poste de Vivien, le grand cri public, se retourne contre Maya, Maya a laissé tomber la liste et #Tankless. Thanksgiving a décollé. Ce n'était pas joli, ce n'était pas facile, mais ça m'a fait sortir. Je finis la nourriture, je nettoie l'assiette et je verse une autre touche de whisky. Les bougies brûlant maintenant, la cire se présentant à la base et je m'assois en le regardant. Je ne me sens pas seul, pas comme je le pensais. J'ai passé si longtemps entouré d'eux, leur bruit, leurs demandes, que ce silence ressemble à un cadeau. Je n'ai pas à sourire plus, je n'ai pas à garder mes blagues propres ou à mes histoires, je n'ai à payer rien, mais qu'est-ce que le mien? Je pense à nouveau au texte de Maya, et cette fois je réponds, bon pour eux. J'espère que la tarte est décente. Elle renvoie un emoji en riant et c'est tout, pas plus, rien de moins. Elle a été une ligne régulière à travers cela, ne poussant pas juste. Là, et j'en suis reconnaissant. Je me lève, je marche jusqu'à la fenêtre et regarde la rue ci-dessous. Il fait sombre, quelques voitures qui passent, les lumières du porche brillaient au loin. Je me demande s'ils parlent de moi dans ce restaurant, me blâmant pour le gâchis, ou s'ils l'ont finalement lâché. Je m'en fiche beaucoup. Quoi qu'il en soit, j'ai cessé d'attendre qu'ils me voient, pour dire désolé, pour changer. Ils ne le feront pas, et c'est bien. Je ne suis plus leur encre. Je retourne à la table, je souffle la bougie et la pièce devient sombre. Juste un fumage de fumée se recroquevillant. Je termine le whisky, le verre refroidit contre mes lèvres et je sens le soulagement s'installer, profond et réel. Il ne s'agit pas de gagner, pas de les coller. Il s'agit de la paix, de reprendre ce que je les laisse voler, pas de l'argent, pas une maison, mais moi. Je lave la vaisselle, lente et prudente, l'eau chaude me pique les mains et je pense à l'année prochaine. Peut-être que je vais refaire ça, poulet, whisky, une bougie. Peut-être que j'inviterai quelqu'un, un ami, quelqu'un qui ne vient pas avec une liste. Je ne sais pas encore, et ça va. Pour l'instant, je sèche mes mains, éteigne la lumière de la cuisine et me dirige vers le lit. L'appartement est petit, le matelas caque, mais c'est le mien, et ce soir ça suffit. Je ferme les yeux, le bourdonnement calme autour de moi et le sommeil vient facile, non pas parce que je les ai battus, mais parce que j'ai cessé de me battre pour eux.
C'est un mois après mon Thanksgiving en solo et je m'installe dans l'appartement, la nouvelle routine, qui commence à se sentir à la maison. C'est un samedi matin, froid et gris à l'extérieur, et je suis à la table de la cuisine avec une tasse de café traversant un magazine automobile que j'ai ramassé à la station-service. L'endroit est toujours nu, canapé, table, lit, pas grand-chose d'autre. Mais j'aime ça comme ça, propre et simple. Pas d'écho de la décoration d'Isabelle ou des visites bruyantes de Vivian, juste mon espace, mes règles. La fente de courrier clique et je me lève en attendant des factures ou des ordures, mais il y a une enveloppe blanche ordinaire assise sur le tapis. Pas d'adresse de retour, juste mon nom fait défiler à l'encre noire. Je le ramasse, je le retourne et je me sens un peu de remorqueur dans mon instinct. Quelque chose à ce sujet est différent, personnel. Je m'assois en arrière, glisse un doigt sous le rabat et retire une photo. C'est moi de cette Thanksgiving il y a un an, debout dans la salle à manger avec la liste à la main. Mon visage est serré, confus, pris au dépourvu, tandis que les arrière-plans flouent avec des gens, Vivien, Carter, Isabelle, toute la quarantaine. Je le regarde, le souvenir me frappant comme un vent froid. La boîte scintillante, les règles, la façon dont ils en ont transformé un jeu pendant que je me tenais là en sculptant leur dinde, en me sentant plus petite que jamais. J'ai retourné la photo et il y a des écrits dans le dos, soigné et petit, vous ne méritez pas ça. Vous n'étiez jamais le problème, vous étiez le seul à garder tout ensemble. Il est signé Maya. Je le pose, je me penche en arrière sur ma chaise et je laisse les mots couler en épais et chaud en même temps. Je ne bouge pas un moment, je suis assis là avec le café froid, la photo me regardant. Mia a été la seule voix régulière à travers tout ce gâchis, m'appelant sur la liste, en le publiant en ligne lorsque Vivant a essayé de faire tourner son histoire, m'envoyer un texto à propos de leur restaurant Thanksgiving. Elle n'a jamais rien demandé, jamais poussé, juste laissé tomber ses trucs silencieux comme des pierres dans un étang, ondulant lentement et sûr. Je pense à nouveau à cette nuit-là, comment j'avais l'impression de disparaître, comment je suis rentré chez moi et j'ai commencé cette feuille de calcul parce que j'avais besoin de quelque chose de solide pour m'attendre. Et maintenant, elle disait que j'étais moi qui le gardais ensemble, pas celui qui le sépare. C'est la première fois que quelqu'un le dit et il atterrit différent, comme une porte qui s'ouvre. Je ne savais pas là. Je me lève, prends la photo et me cogne au réfrigérateur avec un aimant. L'une des rares choses que j'ai prises de la vieille maison, une petite chose battue en forme de poisson. Il semble hors de propos contre l'acier vide, mais je le laisse là un rappel. Je verse le café froid dans l'évier, je fais une tasse fraîche et je m'assois, mon esprit tournant. J'ai passé l'année dernière à me retirer de leur gâchis, de la maison de Vivant, du silence d'Isabelle, du bruit de Carter, et j'ai été d'accord pour être seul, en les laissant partir. Mais cela me fait me demander si j'ai été trop rapide pour tout fermer, pour supposer que personne ne m'a vu. Maya l'a fait. Elle l'a vu alors, le voit maintenant et elle me dit que je n'avais pas tort de ressentir ce que je l'ai fait. Je pense à l'appeler, à dire merci, lui demandant pourquoi elle l'a envoyé. Mais je ne le fais pas encore. Je sirote le café, laisse le réchauffer et regarde par la fenêtre le ciel gris. Le divorce est définitif, la maison est vendue, Vivant est de quelque part en train de lécher ses blessures et je recommence. Je n'ai pas besoin de leurs excuses. J'ai cessé de les vouloir il y a des mois. Mais la note de Maya ressemble à autre chose. Pas de pitié, pas de fixation, juste de la vérité. Vous n'étiez jamais le problème. J'ai roulé ça dans ma tête, le testé pendant des années. Je pensais que j'étais trop silencieux, trop généreux, trop facile à me pencher. J'ai pris leur rire, leurs règles, leurs mains dans mes poches et j'ai pensé que je l'avais gagné d'une manière ou d'une autre. Mais peut-être qu'elle a raison. Peut-être que j'étais celui qui le tenait et il ne savait tout simplement pas comment se tenir debout sans moi. J'ai terminé le petit toast et les œufs, rien de fantaisie et je me dirige vers la quincaillerie. Je voulais réparer un robinet qui fuit, mettre une étagère, faire de cet endroit plus le mien. La photo reste sur le réfrigérateur et je l'attrape du coin de l'œil alors que je saisis mes clés. Il ne s'agit plus pas de prouver quoi que ce soit. Il s'agit de moi, de le croire, de croire que je n'étais pas le problème, que j'étais suffisant. Je traverse les rues tranquilles, la radio basée et je me sens plus légère que je ne l'ai fait depuis un moment. Le magasin et des gens occupés pour ramasser des trucs de Noël de dernière minute et je prends ce dont j'ai besoin, du ruban adhésif, une clé, quelques vis. Je suis en ligne lorsque mon téléphone bourdonne à nouveau et que je le vérifie, à moitié attendant Isabelle ou Carter. Mais c'est Maya. J'espère que vous allez bien. Je vous envoie un SMS cette fois. Ouais, merci pour la photo.
Elle répond rapidement à tout moment. C'est simple, pas de bruit. Je paie mes affaires, je retourne dans le camion et je rentre à la maison, le sac qui se fait cliquer sur le siège à côté de moi. Quand j'arrive, je corrige le robinet, le travail lent, mes mains stables et c'est fait. Pas de goutte à goutte, juste le bruit de l'eau qui reste où il devrait. Je m'assois sur le canapé après la photo toujours sur le réfrigérateur et me laisse le sentir. Le vrai cadeau n'était pas la maison, de l'argent ou de Thanksgiving silencieux, ni même de les libérer. Ce sont les paroles de Maya, l'idée que je valais quelque chose tout au long. Je ne sais pas quelle est la prochaine étape. Peut-être que je l'appellerai un jour, peut-être que je ne le ferai pas. Pour l'instant, je suis bon ici dans ce petit endroit avec cette photo et un robinet qui ne fuit pas. Je me laisse croire, comme elle l'a dit, et il suffit de me faire avancer un pas stable à la fois.